va rester avec Under the Pole, mais sur quelque chose de plus pratique. Et donc, c'est Julien Leblond qui a accepté de nous parler sur comment finalement le plongeur tech prépare sa plongée. Donc, Julien Leblond est biologiste, il est également instructeur de plongée au mélange et au recycleur. Et il se trouve que c'est le responsable des opérations de plongée sur l'expédition Under the Pole. Julien, je vais te laisser la parole et donc le partage d'écran. Et je te remercie. Oui, bonjour. Alors, j'espère que vous m'entendez tous. Merci beaucoup de m'accueillir pour cette journée de présentation de la plongée technique au sein de la commission médicale de la Fédération française d'études des sports sous-marins. Donc, moi, ma présentation, effectivement, s'oriente sur la préparation du plongeur tech. Donc, j'ai fait un petit rappel initial de pourquoi la plongée tech était apparue. Donc, comme vous le savez tous probablement, le désir d'exploration humain est quelque chose de relativement compliqué à restreindre. Le plaisir de la découverte est quelque chose de vraiment très intéressant. Et dans les années, on va dire, 70-80, l'augmentation des temps de plongée, des niveaux d'exploration ont posé des limites aux plongeurs. Et donc, afin de pallier à ces problèmes, ils étaient soumis à des contraintes matérielles. À l'époque, on n'avait pas l'équipement dont on dispose actuellement. Et donc, ils ont cherché à trouver des solutions pour pousser l'exploration. Et ils étaient contraints et effectivement également par des limites physiologiques, notamment de narcose et de toxicité des gaz qui étaient utilisés. À l'époque, on utilisait énormément de plongée à l'air, on plongeait profond à l'air. Et donc, effectivement, afin de garder de la lucidité, c'était problématique de continuer comme ça. Donc, les objectifs initiaux étaient d'augmenter les temps d'exploration, pas nécessairement en plongée très profonde, parce que ça se faisait beaucoup dans des vasques aussi qui n'étaient pas nécessairement très profondes, mais très longues, et d'augmenter la sécurité de ces immersions. Donc, la plongée tech, quand on essaie de la définir, on peut avoir plusieurs axes de réflexion. Le premier, ça va être l'environnement lui-même, qui peut du coup facilement laisser imaginer que la plongée devient technique quand on aborde les grandes profondeurs, qu'on est dans des environnements qui sont confinés, de type grotte ou de type épave quand on va éventuellement faire de la pénétration. Mais il peut y avoir aussi des conditions environnementales qui imposent du matériel, des volumes de gaz, notamment quand on a du courant ou des visibilités très limitées, voire quasi nulles. On a aussi une notion en plongée technique qui définit la pratique, c'est la notion d'engagement. L'engagement, il peut être défini comme le risque associé à la plongée et accepté par le plongeur. Alors, un plongeur qui choisit de faire une plongée engagée n'est pas un plongeur inconscient. C'est un plongeur qui accepte consciemment et qui mesure les risques qui sont associés à cette plongée. Et c'est comme ça que ça doit se passer. Un plongeur qui décide de suivre, mais qui ne sait pas ce qu'il va faire, s'expose à des risques et peut, en fonction de l'engagement de la plongée, amener à des incidents, voire à des accidents graves, voire mortels. L'engagement, il est défini par plusieurs paramètres. On pense tous à la profondeur. On parle évidemment de la DTR. Quand on est dans des sites où il y a de la navigation, l'éloignement au point d'entrée et la complexité de la navigation ajoutent à l'engagement. Et la définition même de la mission à effectuer peut aussi ajouter une part d'engagement à la plongée. La progressivité, du coup, dans l'augmentation de cet engagement est primordiale dans la progression du plongeur, dans sa formation, parce qu'il doit maîtriser son mental en toutes circonstances pour pouvoir disposer de ses facultés cognitives pour se sortir de situations problématiques et être capable de dérouler précisément les actions qu'il a à réaliser pendant son immersion. Le plongeur tech, par définition, est un plongeur proactif qui planifie et anticipe le déroulement de sa plongée et éventuellement des difficultés auxquelles il peut avoir à faire face. Donc, c'est quelqu'un qui n'est pas surpris, qui a
des connaissances et qui va pouvoir réagir face à des imprévus. La DTR, comme vous le savez tous, évolue en fonction de la profondeur et du temps. Quand on est à profondeur constante et qu'on y reste plus longtemps, elle augmente. Si on augmente la profondeur et qu'on reste un temps donné, la DTR augmente également. Si on combine les deux facteurs, la profondeur et le temps, elle continue d'augmenter. Et si on augmente uniquement la profondeur mais qu'on limite le temps, elle reste constante. Elle paraît donc, en termes d'engagement, plus légitime à utiliser que la profondeur seule, qui a été pendant une bonne partie des années pratiques un objectif en soi. La plongée tech donc va avoir une interaction entre environnement et engagement, et on a vu également que pour pallier aux problématiques qu'on rencontre imposées par cet environnement et cet engagement, on va avoir des besoins en matériel et en configuration qui apparaissent. Donc, la configuration de base d'un plongeur tech en de ces systèmes de secours. Donc, Julien, on n'a plus de son. Pardon, Julien, ouais. Avec Julien, pardon de te couper, mais en fait, on n'a plus le son n'est pas bon là. On n'a pas compris tout ce que tu disais sur cette diapo-là depuis le début, enfin de cette diapo-là. Ça a pris sa profondeur secondaire. Voilà. Julien? Ah, on a perdu Julien. Julien? Ouais, excusez-moi, est-ce que ça fonctionne? Voilà, là, on t'entend mieux. Il faudrait que tu reprennes. Voilà, je te laisse partager l'écran. La diapo précédente. Alors, hop, j'étais ici à peu près? Encore un peu avant. C'est les 5 dernières minutes où c'était complètement… Ah ouais. Juste après celle-ci, voilà. Quand tu commences l'autre diapo, il faut que tu fasses enchaînement. Voilà, merci. D'accord. Mais désolé, c'est ma connexion qui est pas super. Donc, je disais, le plongeur CCR en configuration de base, Julien, cette diapo est maudite, on ne comprend pas le début. Ok, bon, je vais avancer. Ouais, voilà. Est-ce que ça va là? Donc, je disais, voilà, la configuration globale va être basée sur le principe de la redondance. Donc, on va avoir des afficheurs principaux, des outils principaux et des outils secondaires en cas de problème sur le matériel principal. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments. L'objectif de la configuration, c'est de garder un hydrodynamisme optimal afin de limiter les efforts et de pouvoir évoluer sans avoir trop de traînées. Donc, c'est important que le plongeur tech soit configuré de manière correcte pour qu'il n'y ait pas de prise au courant, de matériel qui puisse s'emmêler éventuellement à gauche ou à droite. Et donc, le plus compact il est, le mieux il se porte. Quand il travaille, le plongeur recycleur, parce qu'il y a évidemment du loisir, mais on peut être plongeur recycleur et plongeur professionnel, on va avoir du matériel additionnel. Et donc là, l'optimisation de la configuration va se compliquer un petit peu. Comme vous voyez sur ces images, les plongeurs ont également des matériels pour faire des prélèvements. Et donc là, effectivement, il y a une limitation de l'optimisation. Et quand on a des matériels comme le suivant encore, qui sont vraiment volumineux, on peut avoir besoin éventuellement de l'aide de scooters ou de locaux plongeurs qui permettent pour des trajets longs de limiter les efforts, pour des configurations qui sont lourdes également. Et en cas de courant éventuel, il peut être d'une aide précieuse. Limiter les efforts en plongée, d'autant plus en plongée profonde, est fondamental,
Et donc, c'est un outil qui est intéressant à avoir quand on est dans des configurations qui sont vraiment lourdes. Il faut imaginer qu'un plongeur, tout à l'heure, on avait une question sur le poids des machines. Alors, évidemment, c'est des poids au sol, hein, hors de l'eau, au sec. Mais un plongeur Trinity Epoxy qui est équipé avec tout son matériel et du matériel éventuellement en plus peut avoir près de 80 kg de matériel sur lui. Donc, il va avoir une certaine inertie sous l'eau. Il ne va pas avoir à porter tout ce poids-là. Mais néanmoins, c'est quand même quelque chose qu'il faut prendre en compte. Donc, un autre paramètre qui caractérise la plongée technique, c'est le choix des gaz utilisés. À partir du moment où on plonge avec des mélanges, du trimix, on entre un peu dans le domaine de la plongée sec. L'objectif de l'utilisation de ces gaz, c'est de les adapter afin de limiter les effets de la narcose. Donc, on va à chaque fois viser à avoir une profondeur de narcose équivalente inférieure à 30 mètres en plongée profonde. Quand on est avec un diluant air, on peut aller jusqu'à 40 mètres, mais 40 mètres en recycleur, on est obligé de passer sur du trimix léger, mais du trimix tout de même qui permet d'avoir un travail ventilatoire bien facilité par rapport grâce aux qualités de la molécule d'hélium. Et on va donc augmenter la lucidité du plongeur et diminuer les risques d'essoufflement, d'hyperoxie, d'hypercapnie, etc. Le CCR en lui-même permet d'optimiser la pression partielle d'oxygène avec une fourchette qui, quand on va dans des profondeurs vraiment importantes, peut être abaissée en dessous de 1,3 et en déco peut être autour de 1,4. Certaines personnes vont aller chercher plus de PPO2 élevé, mais à ce moment-là, il va y avoir un trade-off entre la PPO2 et l'exposition à l'oxygène. Si on a un problème majeur sur le recycleur, le choix des bail-out et des gaz de bail-out tient compte également de ces contraintes, mais on va chercher à se rapprocher à ce moment-là d'une PPO2 au moment où on va effectuer notre changement de gaz de 1,6 bar. Okay, donc cet ensemble de contraintes et de définitions nous met bien en exergue le fait qu'on est obligé, comme l'a dit effectivement Jean-Pierre un peu plus tôt, d'avoir une formation appropriée pour pouvoir plonger sereinement et maîtriser la plongée en recycleur. Une formation appropriée, idéalement, on commence par une formation initiale, mais elle va être aussi accompagnée d'une préparation mentale, d'une préparation physique et d'une préparation opérationnelle. La formation initiale, elle est dispensée de manière à ce que le plongeur s'assure d'avoir des connaissances théoriques. Hein, ça, c'est propre à toutes les formations. Là, il va y avoir un peu plus de théorie puisque la machine a un fonctionnement légèrement plus complexe que le circuit ouvert, mais c'est tout à fait abordable. Il va y avoir toute la phase de mise en place de la configuration, de la gestion des équipements accessoires. Ça permettra aux plongeurs d'être confortablement installé dans sa configuration et donc de libérer une partie de son mental justement des contraintes associées au fait d'évoluer dans un milieu aquatique. L'être humain n'est pas un poisson, hein, donc quand il est sous l'eau, il a des capacités mentales qui sont réduites et certains plongeurs qui ne sont pas très sensibles à la plongée technique souvent se moquent des plongeurs techniques parce qu'eux, ils ont beaucoup de matériel et ils sont tout le temps en train d'affiner leur configuration. Mais quand on a commencé à effectivement s'intéresser à ça, le fait d'être confortablement installé permet d'envisager des plongées longues. Quand on a un masque, c'est très basique, qui n'est pas adapté, ben, on peut le supporter 15 minutes, mais on ne peut pas le supporter 3 heures. Quand on a une combinaison qui a une capacité d'échange thermique limitée, on ne peut pas envisager des plongées longues. Donc, le confort est indispensable et le matériel est là donc pour mettre le plongeur dans les meilleures dispositions. On doit ensuite évidemment pratiquer, donc on va avoir des séances de formation, une semaine en général au minimum pour pouvoir acquérir les compétences de base. Et ensuite, on doit avoir aussi les objectifs qui sont clairement définis en termes de progression. La progression, c'est quelque chose qui doit se faire lentement en recycleur. Il faut accepter de revenir à un plongeur débutant et il ne faut pas brûler les étapes. Une fois que ces étapes sont passées, le plongeur recycleur va maintenir ses compétences en pratiquant régulièrement. C'est pour ça qu'on a souvent l'occasion de voir des plongeurs qui
qui sont trimix, qui s'entraînent en configuration complète, même dans peu de profondeur, parce qu'ils restent justement habitués à leurs automatismes et ils s'entraînent à répéter les procédures qu'ils ont appris pendant leur formation. Les procédures sont apparues généralement suite à des incidents ou des accidents et elles évitent de les reproduire. Donc, elles sont vraiment là dans un but de protéger les utilisateurs. Elles permettent de prendre en compte les imprévus. Et donc, la première checklist qu'on va avoir, c'est la checklist sur le matériel avant de s'immerger. Elle est importante. Les nombre d'accidents qui ont eu lieu en recycleur ont eu lieu parce qu'il y avait une espèce de laxisme à la mise en place de ces checklists. Si on prépare consciencieusement son matériel et qu'on vérifie que tout est OK, on évite 90% des problèmes. À la descente, il y a des checklists, il y a des procédures qui sont faites également. Ça permet d'établir la communication entre la palanquée. Au fond, on a des procédures en cas de situation problématique. Et à la remontée également. La descente et la remontée sont deux phases critiques, comme disait Jean-Pierre. Donc, c'est des phases qui demandent énormément d'attention. Et éventuellement, si on a une situation de réchappe à gérer, on a également des procédures pour ça. On peut piloter notre machine en mode dégradé. Et quand on est en cas de sauvetage, là, on gère le risque au maximum et on a une procédure de communication avec l'équipe de surface qui doit être rodée et bien mise en place. L'équipe de surface, à ce moment-là, peut s'avérer être indispensable. Et du coup, c'est important qu'elle soit considérée comme un membre à part entière de la palanquée. Dans la formation appropriée, j'ai parlé un peu de préparation mentale. Pourquoi? Parce que la préparation mentale est importante quand on va s'immerger dans un environnement qui paraît hostile pour l'homme. Évidemment, une faible luminosité, l'impossibilité de remonter directement vers la surface, le froid ne sont pas dans des conditions qu'on a l'habitude de rencontrer d'habitude. On a besoin de maîtriser ses émotions à ce moment-là. La charge mentale peut être élevée. Et donc, on a plutôt tendance à se transformer en cette petite grenouille. Et pourquoi je mets ça? Parce que quand on est dans des endroits sombres et froids, parfois, notre cerveau reptilien peut réapparaître. Et c'est important de maîtriser ses émotions, de maîtriser son mental, de garder le contrôle de la situation, d'autant plus qu'on a beaucoup de choses à considérer. Gérer les paramètres de la plongée, gérer l'orientation et être capable du coup de faire du multifocus en permanence, savoir se situer, savoir où sont ses partenaires, savoir où on en est de l'évolution de la plongée. Donc, c'est beaucoup d'informations qui nous parviennent et pour ça, il faut être dans un état de stress minimum. Donc, il y a de la préparation mentale qui peut se faire de nombreuses manières. La sophro, la méditation, la visualisation mentale en font partie. Il y en a de nombreux. Julien, ça coupe à nouveau au niveau du son. Julien, on t'a perdu. Alors, Julien, je pense qu'il va se reconnecter. Anne, est-ce que tu m'entends? Ouais. Ça y est, c'est revenu. Ouais, je suis désolé. Donc, tu finissais, tu disais qu'il fallait donc une formation pour faire de la préparation mentale, donc la sophrologie. Voilà, hop. On t'a perdu à peu près là. Voilà, très bien. Donc, je reviens à la suite. Donc, j'étais sur la suite de la préparation, c'est la préparation physique. Hein. Pourquoi? Parce que une hygiène de vie, c'est important. Avoir un entraînement régulier, c'est important. Une bonne alimentation, évidemment, et une bonne hydratation, très important en plongée, d'autant plus que quand on va faire des plongées vraiment longues, on peut amener sur soi ou se faire livrer pendant la décompression de l'eau,
des petits compléments type Point, etc. pour s'hydrater et manger un petit peu. Et ça permet le maintien de la bonne condition physique. Et on a pour ça la pratique de plusieurs sports, hein. Alors, à chacun celui qui lui convient, mais faire du running, nager, aller faire du surf ou du vélo, ça permet de maintenir le cardio. Faire du gainage, ça permet aussi évidemment de garder le bon contrôle des fonctions métaboliques et de réduire le risque d'accident en plongée, le risque lié à la fatigue, le risque lié au stress oxydant, notamment lié à l'alimentation, le risque d'ADD par la méforme physique. Et au sec, on a quand même une manutention importante à faire. Donc, évidemment, si on est en bonne santé et en bonne condition physique, on risque beaucoup moins de se blesser. La partie préparation opérationnelle a plusieurs composantes. La première composante, c'est le runtime. La deuxième va être relative au matériel. La troisième, aux stratégies de décompression. Qu'est-ce qu'on décide de faire? Est-ce qu'on autonomise? Est-ce qu'on mutualise les gaz? Est-ce qu'on est dépendant de la surface ou pas? Ça peut dépendre aussi de l'endroit où on effectue nos plongées. Et ensuite, le mode de communication est effectivement la dernière composante et qui est indispensable. Donc, le runtime est défini, lui, par le trajet qu'on va effectuer. On va rappeler les procédures de descente. C'est comme un briefing général, mais plus détaillé. Les procédures au fond, les procédures à la remontée. On va définir précisément le rôle de chaque plongeur et l'ordre de ces plongeurs. C'est comme une espèce de schéma qui est vraiment détaillé presque minute par minute quand on va dans des profondeurs qui sont vraiment importantes. Et on va fixer les paramètres de plongée, les paramètres max, hein, qui seront donc limités par la DTR et la profondeur max. Une fois qu'on a réalisé ce runtime, on va pouvoir s'intéresser à la préparation du matériel et des gaz. Donc, par rapport au matériel, il y a une grosse partie qui va être évidemment liée au gonflage. Donc ça, les gonflages, le temps qui va être alloué va dépendre évidemment des besoins en volume et de la configuration de la station de gonflage. On va analyser ces gaz et étiqueter chaque bloc. C'est une opération qui est assez rapide. C'est une opération qui est primordiale. Le seul qui respire le gaz, c'est le plongeur. Il y a encore récemment, moi, d'expérience personnelle, des erreurs de gonflage qui sont faites. Ne faites pas confiance à quelqu'un qui gonfle vos blocs. Vérifiez la composition du gaz. C'est un des facteurs principaux qui conduit à des accidents en recycleur. On prépare les machines. Quand on est habitué à faire ça, c'est une opération qui est assez rapide. Il y en a pour à peu près 15 minutes. Et ensuite, on va préparer tous les accessoires et le matériel qui permet de faire le travail. Ensuite, on a enfin les lignes de décompression et le chargement du bateau. Donc, comme vous pouvez voir, pour une équipe de 5 plongeurs sur le bateau, ça fait quand même pas mal de matériel quand on commence à descendre. Et donc, ça prend du temps. En ce qui concerne les stratégies de décompression, par rapport à une ligne de décompression type hypoxique pour une plongée au-delà de 90 mètres, on va partir avec un gaz Trimix 770, donc pour détailler 7% d'oxygène, 70% d'hélium. C'est un gaz qui est parfaitement adapté à une plongée aux alentours des 100 mètres. Donc, on va avoir un bail-out de fond qui permet, si jamais on a un problème sur la machine, de se réfugier sur un gaz qui est safe à respirer, qui va avoir à peu près la même composition que le gaz qu'on respire dans la machine. Donc, il n'y a pas de changement de profondeur, il n'y a pas de changement de narcose, etc. Et ensuite, on va avoir une succession de blocs qui vont nous permettre de faire notre remontée en circuit ouvert jusqu'à une vingtaine de mètres, passer sur du nitrox. Là, on n'aura plus du tout d'hélium. Et donc, pour faire une remontée sur une plongée comme ça aux alentours de 100 mètres, on doit avoir à peu près besoin, si on reste dans des considérations raisonnables, on a besoin de 6 blocs différents. On va limiter les écarts de composition de gaz à peu près 20% pour garder une pression partielle en oxygène efficace en décompression. Comme on repasse sur du circuit ouvert, on perd l'efficacité à pression partielle constante de la machine. Et donc, on est obligé de multiplier les gaz.
Et si on est en palanquée de 2 ou 3, on va avoir des stratégies différentes par rapport au transport. Est-ce qu'on emporte 2 ou 3 bail-out chacun? On va avoir à ce moment-là des configurations très différentes avec des plongeurs qui emportent avec tous les gaz ou d'autres qui mutualisent réellement. Mais là, ça va demander de la pratique parce que s'échanger des blocs pendant une remontée bail-out, c'est pas quelque chose qui est très simple si on l'a jamais fait. Donc, il faut pratiquer, il faut s'entraîner. Et si on le fait, par contre, ça fonctionne très, très bien. Pour prévenir les risques liés à ces plongées, on a le principe de base qui est la redondance du matériel. On va avoir des règles de conservatisme par rapport au gaz qui sont issues de la plongée souterraine. On va utiliser la plupart du temps la règle des tiers qui consiste à utiliser un tiers du gaz pour l'aller, un tiers du gaz pour le retour, un tiers pour la sécu. On va limiter les efforts grâce à du matériel, grâce à notre disposition mentale à s'orienter comme il faut par rapport au courant, à évidemment se préserver de s'exposer trop. Et on va choisir des vitesses de remontée, des GF et la profondeur du palier. En petite conscience, hein, les vitesses de remontée sont lentes à ce moment-là, elles sont inférieures à 10 mètres minutes. On est sur des GF qui sont considérés comme très conservateurs. Vous avez eu une petite présentation bien complète de la part de Manu juste précédemment. Et donc, il y a effectivement ce facteur préserver le capital O2 ou pas. Est-ce qu'on remonte à 3 mètres ou est-ce qu'on fait tous ces paliers à 6 mètres à 1,6 de PPO2? Là, c'est des considérations qui peuvent être discutées. Le gradient de pression est à favoriser, je pense, par rapport au fait de monter la PPO2 parce que du coup, on va effectivement augmenter fortement la toxicité pulmonaire. Le dernier élément, c'est les modes de communication. Donc, les modes de communication spécifiques à la plongée technique vont être des signes qui sont précis, qui peuvent être effectués d'une seule main. Et parce que si on est dans un environnement qui est très sombre, on ne peut pas forcément, avec une lampe, éclairer ses deux mains. Donc, on peut éclairer une des deux mains. Et grâce à ça, on peut avoir des discussions qui sont vraiment complètes et un vrai dialogue. On ouvre des questions, on intègre des réponses. Et l'avantage du recycleur aussi, c'est que comme on ne fait pas de bulles, on fait peu de bruit, on peut, avec un peu de pratique, réellement arriver à se comprendre et discuter. Donc, on a des procédures qui sont faites pour communiquer avec l'équipe de surface à base de plaquettes ou à base de parachutes ou à base de systèmes de communication modernes comme ils peuvent exister maintenant, avec des tablettes sous-marines, avec des communications déportées, avec éventuellement des retours vidéo et audio. Là, c'est du matériel en plus, mais c'est en développement et ça fonctionne relativement bien. Dernier point sur les stratégies de plongée à répétition. Quand on a des semaines, des mois ou des… Julien, ça coupe à nouveau. Le son est coupé. Julien, on t'a perdu. Alors. Donc, Julien était sur la fin de sa présentation. Je pense qu'il ne va pas tarder à revenir, à revoir sa connexion. Ok, Voilà. désolé. Hein. Ouais, je suis revenu. Voilà. Ok. C'est bon? Voilà, on était là. C'est bon. Ok, donc je disais, voilà, les stratégies quand on fait quelques jours de plongée, quelques semaines de plongée ou plusieurs mois de plongée profonde, on va adopter des stratégies différentes en termes de rythme parce que tout simplement, l'exposition à l'oxygène, la fatigue et les risques associés à cette pratique augmentent considérablement les risques d'accident de décompression. Donc, quand on fait 3 jours de plongée profonde, une expé de 3 semaines ou plusieurs mois, comme ça a été le cas dans The Pole, on n'a pas les mêmes stratégies de rythme de plongée pour préserver les corps et éviter les accidents.
Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère que cette présentation vous a plu et vous était utile. J'écoute les questions maintenant. Et désolé pour la connexion. Merci beaucoup, Julien, pour cette présentation très pratique. Personnellement, j'ai beaucoup apprécié que tu insistes beaucoup sur cette préparation mentale et physique, parce qu'on voit que c'est quand même pas les mêmes plongées du tout que celles que on a l'habitude de faire à l'air. Donc, Merci Julien. Alors, il n'y a pas beaucoup de questions sur le chat, c'est que la présentation était très claire. Il y avait une question sur le protocole que tu as montré sur la plongée à 90 mètres, où ça demande sur quel DTR. Voilà. Alors, oui, alors sur des plongées, ça dépend combien de temps on passe, mais globalement, sur des plongées à 100 mètres comme nous on l'a pratiqué, on faisait entre 15 et 20 minutes fond, et on était sur des DTR d'à peu près 3 heures, 3 heures et demie, globalement. Merci. Alors, je pense que la question, c'était peut-être aussi sur la nature des bail-out, mais si j'ai bien compris, la nature des bail-out, de toute façon, elle n'est pas impactée par la durée de la DTR, c'est plus le volume des blocs. Exactement. Voilà. Ouais, tout à fait. La composition des gaz ne va pas évoluer. Par contre, effectivement, le volume nécessaire va être modifié. Le profil de décompression va être relativement comparable, mais par contre, c'est les temps qui s'allongent. Donc, c'est juste l'autonomie en gaz qui va devoir être pris en compte. Voilà, donc les plongeurs tech, ils utilisent beaucoup des blocs en carbone. Tout à fait, parce que c'est pratique pour la neutralité sous l'eau, parce que des blocs à 300 bars, ça permet d'emporter des grosses quantités de gaz. Et si on a à faire face à des intoxications au fond et qu'on doit passer sur un bail-out à 100 mètres, effectivement, les calculs de conso sont souvent bien multipliés. Il y a une grosse marge justement qui est utilisée. C'est pour ça que j'avais souligné la règle des tiers. Alors, certaines personnes utilisent d'autres moyens, elles doublent leur consommation, mais quoi qu'il arrive, pour un bail-out fond, il faut avoir quand même relativement de volume, parce que quelqu'un qui a fait un essoufflement ou quoi que ce soit en recycleur et qui doit récupérer sur son bail-out fond va consommer énormément de gaz au fond. Après, globalement, le volume va être très important, proche de la surface. Nous, en termes de remontée, on est capable, quand on travaille sur ce genre de plongée, de remonter dans la zone des 20 mètres. Et là, on sait qu'avec la sécu surface, nous, toutes les procédures ont été vraiment répétées, réglées. Il n'y a aucun problème. On peut envoyer des blocs à 20 mètres à un plongeur et permettre de terminer la plongée. C'est le 70% principalement qui va nous manquer et le 100%. Alors, dans les autres réactions sur les réseaux sociaux, donc j'ai une question. Existe-t-il une charge physiologique supplémentaire en plongée CCR, hypo ou même normaux, puisqu'on parle d'hélium plus léger en effort inspiratoire? Il semblerait qu'une étude de la BESAC indique que oui. Est-ce que tu peux préciser un petit peu ça? J'ai pas bien compris la question, excusez-moi. Alors, la question, je la lis. Existe-t-il une charge physiologique supplémentaire en plongée en trimix, en fait, avec l'hélium, bien qu'il soit plus léger en effort, bien qu'il soit plus léger à l'effort respiratoire? Et la personne cite une étude de la BESAC qui dirait que oui. Est-ce que tu as des… Alors, je ne sais pas, je peux pas m'avancer là-dessus parce que je suis pas sûr de bien comprendre ce que ça veut dire une charge physiologique supplémentaire. Ouais. Si la personne nous suit, il va pouvoir peut-être compléter sa question en direct. On va attendre. Et j'ai une autre question. Est-ce que tu peux dire 2 mots sur la contre-diffusion isobar lors des changements de gaz à la décompression? C'est une autre… Ouais, alors justement, c'est pour ça qu'on évite de faire des gros changements et que j'ai mis qu'on restait dans la proportion d'une vingtaine de pourcents pour éviter des problèmes de contre-diffusion. En recycleur, on n'a pas le problème, mais on peut l'avoir éventuellement quand on fait des gros changements de gaz en circuit ouvert. C'est pour ça qu'on évite de le faire. Et le même internaute te demande si tu as s'il y a un logiciel de planification à conseiller. Alors, il y en a plusieurs qui sont très bien. On peut noter Bulmix qui permet de faire des planifications dans plusieurs modes de plongée et qui est vraiment sécuritaire.
Après, le logiciel de planification qui est fourni avec les Sharewater fonctionne très bien. iDeco, ça fonctionne aussi. Il y en a qui utilisent des planeurs. C'est un peu propre à chacun, je dirais, mais c'est vrai que moi, j'aurais tendance à utiliser du Mix ou le logiciel Sharewater. Après, je voyais, il y avait une question sur les temps de chaud, les temps d'utilisation de la chaux. Alors, globalement, ça va dépendre du canister. Hein. Évidemment, si c'est un canister de 2,5 kg, un canister radial de plus forte capacité ou un canister type cassette comme on a dans les Revo, le temps d'utilisation de la chaux peut être augmenté. Sur un Revo, typiquement, avec le RMS, on a quand même une optimisation d'utilisation de la chaux qui n'est pas négligeable. Après, sur un Gigi qui est en mode expédition, on peut faire des plongées sans problème de 4 heures de base. Et si on est dans des conditions type eau chaude avec des longues décos, on peut aller un peu au-delà de ça aussi également sans trop de soucis. Et l'idée est de respecter quand même les recommandations constructeurs. Donc, la plupart du temps, c'est un canister de 2,5 kg et 3 heures d'utilisation. Merci. Alors, l'internaute a précisé sa question. Les efforts à réaliser sont-ils plus importants vu la profondeur, en considérant que la prise d'hélium est plus légère? Ah non, alors justement, les efforts ventilatoires sont nettement diminués du fait des qualités physiques de la molécule d'hélium qui est beaucoup plus petite. Et donc, elle permet de réduire la densité de gaz respiré et donc de limiter énormément l'essoufflement et les efforts. Ça, c'est vraiment quelque chose qui est très avantageux à utiliser l'hélium au-delà du fait qu'elle limite la narcose énormément. Alors, il y a une question qui est sur le double CCR. Une question qui est intéressante. Ouais. Une question qui est intéressante. Je vous la transmets telle quelle. Où en sommes-nous de la démonstration, hein? Le terme est intéressant. Démonstration de la toxicité de l'O2 chez l'homme. Alors, je ne suis pas en mesure de répondre à cette question. Il est effectivement, alors, ça dépend de quelle toxicité on parle. Est-ce qu'on parle de la toxicité pulmonaire, de l'effet Lorentz? Est-ce qu'on parle du pouvoir narcotique de l'oxygène? Voilà, les atteintes pulmonaires issues de la respiration d'oxygène hyperbare longue ont été démontrées, hein, mais après, je n'ai pas les références ou les études à proprement parler. Je ne peux pas vous donner ce genre d'informations-là. Bon, à ma connaissance, il n'y a rien de plus que les travaux de Lampersen, hein, qui démontrent la toxicité pulmonaire, enfin les ABAC de Lampersen, qui démontrent les couples pression partielle d'O2 et temps d'inhalation. Et c'est une démonstration qui est une démonstration d'observation, on va dire, hein, sur des cobayes, enfin des cobayes humains, on va le dire ainsi. Voilà. À ma connaissance, il n'y a rien de nouveau. Je ne peux pas vous dire à ce moment-là. Il y a une question que je ne comprends pas bien, moi, c'est sur les plongées à répétition, tu utilises quel SPO? Je ne sais pas ce que c'est que le SPO. Le set point. Ah, le set point, ah oui, voilà. Ouais, sur les plongées à répétition, ça dépend de la profondeur. Comme je disais, moi, la plupart du temps, je plonge à 1,3. Après, ça m'est arrivé en allant vraiment, vraiment profond de descendre à 1,2. Mais ça ne change pas énormément. C'est juste comme quand on descend très profond, on peut se retrouver à faire des plongées qui sont très longues. Baisser un petit peu la PPO2 en bas ne va pas nous générer beaucoup plus de décompression. Mais par contre, ça va moins nous exposer à l'oxygène. Quid des doubles recycleurs? Alors, effectivement, c'est quelque chose qui est de plus en plus pratiqué sur les plongées vraiment engagées. Bon, alors c'est sûr qu'en termes de décompression, c'est plus intéressant d'avoir un deuxième recycleur que d'avoir un lot de bail-out. Mais après, ça a d'autres contraintes, hein. Moi, je ne l'ai jamais pratiqué moi-même. Mais techniquement, je pense que c'est quelque chose qui doit être bien répété pour qu'il n'y ait pas de soucis. C'est du coup aussi une conduite qui est nettement plus onéreuse, on va dire, d'avoir 2 recycleurs sur soi que d'avoir des bail-out. Mais
Mais ça peut être, c'est effectivement quelque chose qui est beaucoup utilisé, notamment en plongée soute ou en plongée très profonde. Alors, je suis un petit peu désolée, je vais juste poser une dernière question qui apparaît sur Facebook. Autrement, tu verras qu'il y a qu'il y a des réactions et quelques questions encore sur le chat de Zoom. Sur Facebook, un internaute demande s'il y a des qualités de chaux différentes dans le commerce. Oui, alors effectivement, mais il y a des fournisseurs différents, il y a des granulométries différentes, il y a des formes différentes. Tout ce que je peux dire, c'est que les tests qui sont effectués pour obtenir la norme CE sont effectués avec des chaux de type chaux sauf no lime. Et donc ça, c'est des granulés qui font moins de 2 mm 5. Et c'est pas de la chaux qui est sphérique. Alors, il y a des chaux qui peuvent être utilisées pour des plongées peu engagées, pas très profondes. Mais la plupart du temps, si on veut être tranquille et respecter les préconisations constructeurs, on utilise de la chaux soft no line 797. Je te remercie, Julien. Beaucoup d'internautes soulignent l'importance et l'intérêt de ta présentation, notamment parce que tu as beaucoup insisté sur la préparation physique et mentale qui, suivant certains commentaires, n'est pas forcément toujours bien suivie en plongée de loisirs. Donc, on te remercie d'avoir insisté là-dessus. J'en profite pour faire une petite page, un petit intermède et vous partager. Donc, Manu Dugrenot a fait mention d'une étude en cours pilotée par le laboratoire Orphy et plus précisément par le docteur Emmanuel Gouin. C'est sa thèse de science en fait. Et donc, qui fait une recherche sur l'état des lieux en plongée tech. Et donc, il adresse à tous les volontaires un questionnaire, c'est un Google Form à remplir. Donc, je vous mettrai le lien sur Facebook et sur le lien de notre commission. Et donc, les techies, on vous invite à aller voir ça. Je vous propose un tout petit intermède de